Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Guylaine Roquet. Je suis la vice-présidente de la stratégie planification pour la nouvelle organisation d'infrastructures de recherche numérique, communément appelée la NOIRN. Je suis enchantée de vous souhaiter la bienvenue à notre 4e assemblée pour cette semaine qui va traiter du thème soutien. Nous sommes ravis de partager avec vous, nos conclusions préliminaires de l'évaluation canadienne des besoins en IRN et d'en discuter. Nous vous remercions de l'intérêt énorme suscité par ces séances et de votre participation à celle-ci. Et je reconnais des gens qui étaient là hier aussi. Alors, on apprécie particulièrement que vous soyez intéressés par les différents thèmes que nous vous avons présentés cette semaine. Notre équipe a hâte de vous écouter et de recueillir vos commentaires sur les moyens par lesquels nous pouvons mieux orienter un écosystème d'IRN pan-canadien qui répond davantage aux besoins des milieux de recherche du Canada. Nous commençons aujourd'hui par une reconnaissance territoriale qui sera suivie d'un aperçu de notre programme. Alors que nous nous rencontrons virtuellement ce matin dans plusieurs coins du pays, je voudrais reconnaître que nous sommes tous situés sur des territoires traditionnels non cédés de différentes nations. Il est important de comprendre la longue histoire qui a amené chacun d'entre nous à résider sur ces terres et de chercher à comprendre notre place dans cette histoire. Je suis moi-même basée à Montréal et je reconnais que je suis située sur le territoire traditionnel des Kenyans-Kanaraka. D'autres à Ottawa se trouvent sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Quant à ceux de Toronto, ils se trouvent sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Alors que nous passons au compte-rendu de notre réunion, je voudrais exprimer notre respect à tous les peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis, pour leurs précieuses contributions passées et présentes sur cette terre. Tout d'abord, nous reprendrons les raisons pour lesquelles les assemblées publiques constituent un événement si important de la phase de validation de notre processus d'évaluation des besoins des chercheurs. Les conclusions préliminaires dont mon collègue Philippe parlera sous peu nous présentent l'aboutissement du processus de consultation de 6 mois entrepris par notre équipe et les groupes de travail auprès des chercheurs et chercheuses dans l'ensemble du Canada. Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont participé à ce processus, soit en soumettant un livre blanc, soit en répondant à notre sondage. Aujourd'hui, nous aspirons non seulement à valider quelques-unes de nos conclusions, mais aussi à travailler avec vous pour déterminer d'autres conclusions qui exigent des commentaires supplémentaires. Après avoir examiné les conclusions préliminaires qui vous sont présentées sous peu, sous forme de résumé de l'information publiée la semaine dernière, nous poursuivrons une discussion plus approfondie. Nos modérateurs dans la salle faciliteront la discussion au moyen de questions concernant le thème retenu pour notre assemblée. Nous avons également recruté des preneurs de notes pour saisir des points de discussion et les questions soulevées dans un document de Google Docs qui sera partagé avec vous. Vous aurez la possibilité de formuler des observations de 3 façons, soit oralement, en posant des questions à l'intérieur dans le cadre de la réunion, au moyen de la fonction de clavardage dans la salle, et ces observations seront conservées à la fin et serviront à alimenter le rapport final sur l'analyse des besoins, et soit par écrit dans le document de Google Docs qui sera accessible à travers le lien qui va être affiché dans le chat. Après ces événements, un enregistrement de chaque assemblée et les conclusions sommaires connexes seront accessibles sur notre site Web aux fins d'examen. Nous n'enregistrons toutefois pas les discussions qui ont lieu dans les ateliers. Nous sommes impatients d'entamer une discussion enrichissante qui s'annonce. Cela dit, je cède la parole à Philippe qui examinera les conclusions préliminaires liées au thème retenu pour notre assemblée aujourd'hui, c'est-à-dire le soutien. Merci Guylaine, bienvenue à tous, à toutes, et bienvenue de retour. Je vais juste passer vite avec le prochain diapo, juste pour nous permettre d'avoir une discussion un peu plus longue. Hier, on avait un peu de problème avec les temps. Juste pour rappeler, aujourd'hui, nous nous trouvons dans la phase de validation. Les assemblées virtuelles, c'est notre façon de engager avec la communauté, juste pour comprendre si on a bien appris les soumissions des livres blancs, la documentation actuelle et les sondages. Ça, c'est les 3 mécanismes qu'on a eu comme la phase de consultation.
tout ça, on va le mettre ensemble dans notre rapport d'évaluation des besoins, puis on va le partager avec la communauté pour plusieurs commentaires. Qui avons-nous attendu? On a reçu 105 livres blancs de presque 350 autour de 112 organisations, ça veut dire des organismes de but non lucratif, des universités, des cégeps, collèges, beaucoup de répondants autour de Ontario et Québec. On a reçu aussi 19 documents existants, plans stratégiques des organisations actuelles. Au niveau de sondage pan-canadien, on a reçu presque 1400 réponses de partout au Canada, donc un bel engagement de la communauté de recherche canadienne. Quand on regarde le sondage pan-canadien qu'on a fini en mars 2021, on voit qu'il y a beaucoup de répondances de l'Ontario, de Québec et aussi de partout de Provence. C'est sûr qu'on manque de répondance de le territoire, mais on a déjà commencé à engager cette communauté pour avoir une discussion plus pertinente. Si on regarde les disciplines, on voit que les médecins, la médecine et les sciences de la santé ont été très bien présentées, aussi comme les arts, sciences sociales et humaines, mais on a quand même représentation de partout des sciences. Dans nos sondages, on avait demandé aux répondants quelles devraient être les priorités de la norme pour répondre à vos besoins de recherche. Puis la figure, c'est un peu complexe parce qu'il faut prioriser un peu plus, un peu de tout. Mais si on regarde par discipline, et je pense que ça va être aussi pertinent pour notre discussion aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de besoins qui sont très différents, mais il y a quelque chose en commun, que c'est la formation de PHQ. C'est pertinent parce qu'on va parler de soutien. Et aujourd'hui, c'est sûr, notre thème, c'est les soutiens. Comment est-ce qu'on peut soutenir la communauté de recherche canadienne? Et le plus important, c'est les ressources humaines. On a commencé hier à parler déjà de ça, qu'il faut avoir ressources humaines au niveau local pour engager la communauté, pour aider rapidement, agilement les besoins de nos chercheurs et les équipes de recherche. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça toute seule, il faut le faire en collaboration avec les équipes et les organismes qui sont déjà ici, qui déjà commencé à travailler et soutenir la communauté. Et je pense que le plus important, c'est qu'il y a un besoin d'avoir les PHQ au niveau local. C'est sûr que l'université ou les organismes plus petits, ça va être un peu plus difficile. Donc, il faut trouver la façon de soutenir cette organisation qui n'a pas cette PHQ locale. Et c'est sûr qu'il faut le faire de manière plus agile. Après, je vais juste dire qu'avec la publication de la gestion des données de recherche, la police de gestion des données de recherche par les 3 conseils, c'est sûr qu'il faut soutenir les chercheurs, les aider à pouvoir faire les plans de gestion des données, mais c'est sûr qu'il faut le faire d'une manière fair et en tout le temps avec la cybersécurité et gestion de données sensibles. Avec ça, je vais juste ouvrir la salle pour discuter les prochaines questions et je donne la parole à Sophie. Merci. Merci, Philippe. Rapidement, parce que je vois qu'on a pas mal du monde qui était là les sessions précédentes aussi durant la semaine. Donc, moi, je suis Sophie Sekelarides, la spécialiste des communications à la Noirenne. Et je tiens à remercier nos étudiants Inde Hoffman pour prendre des notes aujourd'hui aussi. Donc, merci d'être parmi nous. Je vais juste vous dire que le document a été partagé par Inde dans le chat, donc vous pouvez y accéder. Et puis, lors des discussions, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez l'utiliser pour écrire vos commentaires. Assurez-vous, par contre, d'être bien dans la section qui est plus au bas du document. Il y aura une section qui est réservée pour les preneurs de notes, les observations et notes, mais juste en dessous, à la page 6 à peu près, vous pouvez inscrire vos commentaires et vos questions là. Vous êtes aussi bienvenus de partager vos questions directement dans le chat et évidemment, on encourage la discussion en personne, donc n'hésitez pas à lever la main pour discuter.
Quelques règles de base juste rapidement. Faites preuve de respect, d'ouverture d'esprit. Soyez présents et n'interrompez pas les collègues. Donc, je pense que c'est tout pour moi. On va pouvoir commencer avec la première question, Felipe, oui? D'accord. Donc, la première question, quelle communauté ou quels intervenants doit-on réunir par le biais de formations collaboratives pour soutenir les chercheurs et chercheuses de votre discipline? Je vous laisse le temps d'y réfléchir et j'ouvre le bail pour tout le monde. Qui va briser la glace? C'est la dernière journée, donc j'imagine que tout le monde est fatigué, mais il faut pousser un peu plus. Je peux commencer si vous voulez. La deuxième question, là, ça concerne les champions de données, donc des postes qui n'existent pas. Ce sont des gens qui vont être capables de faire le lien entre les chercheurs et les gens qui peuvent fournir les services du côté de Endrio. Mais c'est des communautés à construire. C'est des postes qui n'existent pas à l'heure actuelle, à mon avis. Donc, il y a un peu les gens de Calcul Canada, Calcul Québec qui peuvent aider, mais des gens qui auront vraiment compris ce que sont les principes FAIR, qui l'auront intégré, qui seront capables, pour certaines disciplines, de diriger les gens. Ces gens-là n'existent à peu près pas à l'heure actuelle, je pense. Philippe, est-ce que tu considères les champions de données, est-ce que ça c'est comme chercheur, de professeur qui prend cette... Ouais, moi, je me suis un peu trop proclamé champion de données dans le sens où j'agis comme lubrifiant, entre guillemets, entre les chercheurs et les gens plus techniques. Donc, le milieu de la recherche et le milieu des TI, c'est des langages complètement différents, des façons de faire différentes. Une très grande incompréhension souvent de la recherche par les TI puis des TI par la recherche. Donc, être capable de réunir ces deux mondes-là, c'est un défi en soi. Moi, il y a 2 ans, je ne savais pas c'était quoi une analyse d'affaires. Maintenant, je comprends bien le rôle de ces personnes-là. C'est quoi une analyse d'affaires? C'est quoi un architecte de système? Mais avant, je n'avais aucune idée, avant d'être dans ce milieu-là, des TI. Donc là, maintenant, je suis capable de traduire les besoins des chercheurs en solutions TI. Puis inversement, ce que les chercheurs demandent, je suis capable de l'expliquer un petit peu mieux aux gens de TI. Mais je le fais ad hoc, je le fais parce que j'aime ça. Je n'ai pas eu de training spécial, c'est venu naturellement, mais comment faire en sorte que ce genre de communauté-là grandisse, je ne sais pas. je vois qu'il y a 2 personnes avec la main, mais je sais que Guylaine veut partager quelque chose avant. Oui, je voulais juste vous dire que dans le cadre des projets là, de subvention qui vont être proposés au Conseil des chercheurs cette année, dans le cadre de notre budget, il y a un plan pour favoriser la création ou le soutien de positions de champions de données à l'intérieur des institutions. Donc, avec un peu d'aide pour couvrir une partie du salaire et aussi un programme de formation. Donc, ça devrait venir là, sous peu. Les différents plans pour cette année là, vont être proposés au Conseil et je n'ai pas grand doute qu'ils vont être acceptés, mais il devrait y avoir un appel qui devrait apparaître bientôt là-dessus. Merci Guylaine. Anne et après Michel, s'il vous plaît. Oui, merci. En fait, c'est ma première participation à vos réunions. J'aime bien ce terme de champion de données. Puis moi, je suis un petit peu dans une situation peut-être un peu différente du collègue précédent, dans le sens que je gère un réseau et j'ai trouvé ces champions de données. Mon défi, c'est de les maintenir au niveau salarial, de pouvoir maintenir ce réseau-là, de pouvoir continuer à le financer. Ces champions-là sont effectivement très difficiles à trouver, mais j'avais trouvé la personne qui parle aux machines, puis la personne qui parle aux êtres humains, puis qu'on pouvait faire le lien entre les deux. Et j'ai apprécié, mais vraiment le soutenir financièrement
à long terme, un réseau, même si, selon moi, il est important, c'est un réseau en sciences biologiques, les données de biodiversité, c'est vraiment un défi au Canada. Merci, Anne. Michel, et après, je vois qu'il y a Yves et Laurent, s'il vous plaît. Oui. OK, merci. Au sujet de la question, là, on demande quels sont les traitements qu'on doit faire par le biais de formation collaborative. Est-ce que vous voulez savoir quel genre c'est quoi la formation collaborative que vous avez en tête? Pour moi, les intervenants, c'est les analystes de système, ceux qui nous aident à optimiser nos codes sur les machines. C'est le genre de personnes avec qui moi, j'ai interagi le plus souvent durant ma recherche. Je conçois qu'il y a d'autres besoins aussi au niveau des données. Encore là, peut-être, moi, je vois bien maintenant qu'il y a un déplacement plus vers les données que vers l'infrastructure qui semble se dessiner. Et encore une fois, là, il semble que le NIO veut supporter aussi ces champions de données-là. Moi, je me demande, vous avez reçu le mandat pour faire ça? Puis je dis en toute honnêteté, je ne sais pas quel est le mandat du NOI vraiment pour... est-ce que ça doit supporter tout ça? Parce que tout le monde a des besoins informatiques de toutes sortes. J'aimerais bien qu'on ait un analyste pour mon groupe aussi pour ça, mais je veux savoir c'est quoi l'étendue de tout le spectre de services que vous allez devoir offrir comme ça. Je peux peut-être répondre à cette question-là. On couvre 3 domaines à l'intérieur de l'IRN, l'infrastructure, absolument, mais aussi la gestion des données de recherche et les logiciels de recherche. Et c'est un regroupement d'organisations et de subventions. Donc, dans ce sens-là, les argents qui vont être utilisés pour mettre en place, par exemple, un programme pour des champions de données n'est pas une diminution des investissements du côté de l'infrastructure. C'est de l'argent qui était déjà dédié à des programmes comme Portage, comme RDC et autres. Donc, dans ce sens-là, il ne faut pas voir ça comme une espèce de vase communicant où on enlève à un pour donner à l'autre. Ce n'est pas l'objectif. Et oui, définitivement, nous avons un mandat, d'autant plus que les 3 conseils ont publié leur politique qui va entrer en vigueur sous peu et qu'il faut mettre en place les services pour soutenir l'implantation de cette politique-là en aidant les chercheurs là, à être capables de répondre aux exigences nouvelles qui leur sont demandées. Merci. Merci, Guylaine. C'est sûr qu'il faut définir très bien c'est quoi qu'on dit quand on parle de l'infrastructure. Ce n'est pas juste le hardware, c'est vraiment tout l'écosystème. Laurent, et après Yves. Oui, donc du côté, vraiment la première question, du côté des communautés puis intervenants à réunir. Pour moi, ma communauté, c'est un peu à la frontière de la science des matériaux computationnels, la physique computationnelle et de la chimie computationnelle. Je dirais, quelques douzaines de chercheurs au pays. Et puis donc, quand on inclut là, les étudiants, les postdocs, on arrive là, dans les peut-être 150 utilisateurs ou dans ces eaux-là. Donc, on a évidemment des besoins communs qui incluent l'initiation finalement à l'utilisation des supercalculateurs, mais aussi du côté beaucoup du logiciel qu'on utilise, on le développe. Donc, il y a aussi tout ce qui est programmation parallèle, programmation sur GPU, etc. C'est des choses dont on a besoin, on profiterait beaucoup du soutien de formation collaborative. Et puis finalement, ça se décline vraiment tant du côté de l'utilisation des ressources, mais aussi du développement logiciel. Puis une des choses peut-être à garder en tête, c'est que nos étudiants sont sur des cycles. C'est-à-dire quand ils arrivent, ils sont débutants, puis on a des étudiants qui arrivent à chaque année, même des fois plusieurs fois par année.
Et on a des étudiants qui sont plus avancés, qui ont un peu d'expérience, mais qui ont quand même qui bénéficieraient d'une formation approfondie. Puis surtout, quand on parle de numérique, une bonne formation va être pratique, c'est-à-dire que ça vaut la peine de passer une demi-journée ou une journée à faire des exercices en groupe avec son ordinateur devant soi. Une chose qui me vient en tête, c'est que est capable de coordonner les divers sites de façon à ce qu'il y ait une rotation où chaque année, on sait qu'il y a un programme, disons, dans la région, je ne sais pas, dans le sud, dans l'est de l'Ontario, puis l'ouest du Québec, s'assurer qu'il y ait au moins une formation débutant, puis une formation intermédiaire, disons, et puis que, par exemple, que mes étudiants puissent aller, on est à Kingston, dire OK, vous êtes débutant, heureusement, il y a une formation cette année à Ottawa pour les débutants, puis on vous fait aller là-bas, alors que la formation intermédiaire va être offerte, disons, à Kingston et ainsi de suite. Puis être capable de coordonner les divers campus de façon à ce qu'il y ait toujours une formation disponible au niveau pour des étudiants de divers niveaux, je pense que ce serait vraiment une bonne idée. C'est un peu l'idée, j'imagine, de Calcul Canada, d'avoir des ressources là, qui sont bien coordonnées pour minimiser le dédoublement. Il y a une réponse de Maxime, parce que je pense qu'il y a quelque chose de formation qui vous donne. Oui, on en profite là, de ces, on profite de ces formations-là. Parce que ce que j'explique, c'est que ces formations-là, des fois, on est chanceux, sont exactement du bon niveau par rapport aux besoins de nos étudiants, mais des fois, il y a un décalage pour avoir un étudiant ou une étudiante qui va passer 2 ans sans avoir la formation au niveau, à leur niveau actuel. Donc, ce que vous voyez, c'est un problème un peu d'alignement entre ce qui est donné comme formation et les besoins de votre communauté de recherche en particulier. Bien, ce que je dis, c'est que quasiment chaque site offre ces formations-là, est capable de les faire en rotation, puis s'assurer que si un site donne à un certain niveau, que l'autre site donne à un niveau différent, de façon à ce qu'on ait toutes les options disponibles à chaque année. Merci. Donc, si je comprends bien, dans vos cas, c'est plus important de soutenir la formation des étudiants plus qu'avoir accès aux développeurs professionnels, par exemple. Moi, je pense que ça prend les deux. Okay. L'un est nécessaire. L'un est nécessaire, entre autres parce que si c'est l'étudiant souvent qui va demander au développeur professionnel telle ou telle tâche, puis il faut que l'étudiant soit lui-même bien au courant là, des limites techniques puis des opportunités. Merci. Yves? Oui, bien, vous me permettrez de prêcher pour ma paroisse. Moi, je suis bibliothécaire à l'Université de Montréal en gestion des données de recherche. J'ai un baccalauréat en informatique. J'ai fait des cours d'analyse d'affaires et de gestion de projet. Puis en plus, on a vraiment l'habitude, comme bibliothécaire, puis je vois plusieurs de mes collègues, d'offrir des formations sur mesure aux étudiants. Puis on a vraiment l'habitude de travailler avec des étudiants. Puis on sait que il y a toujours des nouvelles cohortes. C'est un peu la réalité de la recherche. C'est beaucoup, en fait, la réalité de la recherche dans le monde universitaire. Puis s'il y a des espaces de collaboration, là, on est beaucoup dans la collaboration plus informelle, mais s'il y avait des espaces formels, moi, je serais vraiment heureuse de participer à ces espaces-là, puis de faire connaître, je pense que les conseillers à la recherche aussi, les conseillers en éthique, les gens à DTI aussi, on a plein de ressources puis de services qu'on offre, mais des fois, on est peut-être moins habitué de discuter ensemble, puis de s'échanger de l'information, puis de coordonner nos formations, notre offre de services, puis tout ça. C'est un point excellent. Marlène? Oui, je pense que c'est moi. Je voulais vraiment confirmer ce qui avait été dit précédemment. Les formations actuelles qui existent par les écoles d'été de Calcul Québec, Calcul Canada, sont de différents sites, en fait, sont vraiment intéressantes. Le problème, c'est que ça arrive par package d'une semaine. Alors, c'est bien, on couvre vraiment tous les besoins.
Moi, je me rends compte qu'avec les étudiants, c'est bon d'avoir quelque chose qui soit accessible à plusieurs moments dans leur apprentissage, parce qu'ils vont évoluer. Et ça serait idéal d'avoir peut-être des MOOC ou des choses qui pourraient suivre à leur rythme, plutôt que toute la matière la même semaine. Parce que des fois, si c'est un débutant Unix, il va pas être capable de faire un truc de programmation avancée ou une autre chose. Donc, j'ai vu que cette année, on pouvait prendre des modules séparés. Donc, je trouve que ça, c'est déjà intéressant. Mais l'idée, ce serait aussi d'exploser en termes de temps, que la personne qui en a besoin au moment possible puisse s'inscrire dans la session la plus proche ou des choses comme ça. Quelque chose de périodique. Je pense que vraiment, la formation, c'est important. Et il faut penser que ce n'est pas juste des débutants qu'on a. Et si on veut garder de la connaissance, à améliorer notre pratique sur les calculateurs. Moi, je suis plutôt une utilisatrice calculateur. On doit augmenter notre niveau et il faut des formations qui soient aussi adaptées à des gens qui soient très compétents. Donc, je pense que les champions de données, donc je posais la question parce que je ne connaissais pas ce poste et je pense que les champions de données ont vraiment un rôle si eux peuvent bénéficier d'une formation plus haut niveau pour mieux répondre après à des besoins spécifiques. Donc, je trouve ça vraiment intéressant dans les discussions. Et peut-être moi, ce que je voudrais rajouter, c'est peut-être que ces champions de données, est-ce qu'ils devraient être associés par site ou plutôt par discipline, plutôt par thématique? Ça, c'est quelque chose qu'il faut se poser. Je pense qu'on avait le modèle par site qui venait de l'historique de la construction des regroupements sur les infrastructures de calcul. Je pense qu'il faut peut-être aussi se donner peut-être l'option d'avoir aussi des gens par thématique ou par parce que les pratiques sont vraiment différentes. Donc voilà, je voulais partager ça. Merci, merci Marlène. Ça, c'est une belle question que peut-être on peut continuer après. Maxime, je vois que tu veux dire quelque chose suite de Marlène. En fait, c'est une question. Bon, l'idée m'est venue de ce que Marlène discutait, mais ça s'adresse à tous les chercheurs ici. Au niveau des formations plus avancées, par expérience, donc à Calcul Québec, on en a donné par le passé. Par exemple, formation MPI, programmation GPU, etc. Et ils sont souvent, il y a très, très peu de participants. C'est pour ça qu'on les donne beaucoup moins souvent que les formations de base. Et je me demandais si les gens ici ont des suggestions pour régler ça. Parce que d'un côté, on entend, on a un besoin d'avoir ça, mais de l'autre côté, lorsqu'on les donne, il n'y a personne qui s'inscrit. Pas personne, mais il y a très peu de gens qui s'inscrivent. Philippe, est-ce que c'est une réponse à Maxime? Oui, en quelque sorte. Je pense que les gens qui ont à faire ce travail-là, ils apprennent souvent sur le tas. Je pense qu'ils ont plus besoin d'orientation à haut niveau, au niveau peut-être plus conceptuel, entre autres en gestion de données de recherche. Ils ont besoin d'être orientés. Alors, quand on vient dans le très technique, c'est souvent des choses qu'on apprend honnêtement, je veux dire, en allant sur Google. Là, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des formations spécifiques sur comment utiliser TensorFlow. C'est mon opinion personnelle. Par contre, quand vient le temps de penser comment je vais gérer mes données, est-ce que dans mon domaine, il y a des vocabulaires contrôlés, des ontologies qui sont utilisées? Avoir ce réflexe-là, ça, je pense que ça manque. Je pense que ça, on ne nous tire pas assez les chercheurs, les étudiants avec ce genre de choses-là. Mais pour ce qui est du très technique, je ne sais pas si on ne rate pas la cible là, en faisant ces formations-là. Merci, Philippe. Michel? Oui, peut-être deux commentaires. Le premier, bon, sur le sujet j'indiquais dans le chat, formation de base devrait être maintenue à toutes les sessions, considérant les gens qui rentrent sur les machines, qui rentrent sur les services. Souvent, j'aimerais que ces formations-là soient faites par du staff local qui nous permettent de connaître les gens avec qui on va interagir, les étudiants vont interagir tout le long, après ça, de leur projet de recherche. Donc, ça, c'est bien. Des formations plus avancées,
peuvent être peut-être fait au niveau national. Puis peut-être là, on a peut-être moins de monde, mais si on regroupe tout le monde à travers le pays, on risque d'avoir un peu plus de monde pour ça. Je ferais ça comme ça. Il y a là aussi le fait que nos étudiants sont très sollicités pour des formations. S'ils pouvaient peut-être les créditer, ça serait peut-être une chose. Ça l'aiderait. On pourrait inclure ça dans la formation universitaire. J'aimerais aussi juste ajouter un point au niveau de, ça c'est bien, l'accès aux analystes et aux programmeurs pour aider à optimiser les codes sur les différentes machines, ça, il faut penser que c'est un travail à long terme. Donc, quand on rentre un analyste dans un code, il va certainement passer 6 mois, voire 1 an à comprendre et pouvoir aider et vraiment avoir un impact. Et il y a un certain temps, on avait parti ça à Cult Québec. Il y a comme lancé un concours où les analystes du Calcul Canada pourraient venir et aider un certain groupe de recherche à optimiser les codes. Et ça peut faire partie de publications qui impliquent ces analystes-là par la suite. Et vraiment, il faut penser à ça comme vraiment un investissement de plusieurs centaines d'heures. Donc, c'est pas et ça pourrait avoir un impact, mais on pourrait le faire sous forme de concours. Dire, on a comme une dizaine d'analystes qui peuvent passer des centaines d'heures pour optimiser, puis là, il y a un appel de concours pour les différents projets de recherche qui évaluent ces différents projets-là. Merci, Michel. Suzanne, je sais que tu veux dire quelque chose. Juste une question pour Michel. As-tu écouté le programme de Canary, soutien locaux pour le développeurs locaux pour le soutien de la recherche? Est-ce que c'est quelque chose comme ça que tu veux? J'ai déjà regardé ce programme et ça me semblait être fait pour des très, très grosses organisations, des très gros codes. Et souvent, la part beaucoup de groupes de recherche travaillent avec des codes qui sont plus à la mesure de leur groupe à eux autres, pas tellement d'utilisateurs, mais qui est quand même très valable. Je crois qu'il y a des services pour le développement de très grandes codes, de très grandes infrastructures, mais souvent une mesure plus locale serait intéressante aussi. Merci, Michel. Suzanne, c'est à toi et après, Florent, s'il vous plaît. Oui, donc juste pour en revenir sur les programmes de Canary, effectivement, tu as le programme de Canary de développement logiciel où tu peux payer plusieurs développeurs pour développer un grand projet. Versus vraiment prendre un spécialiste qui existe, que tu n'es pas obligé d'embaucher parce qu'il est déjà là en référence, mais on te le confie pendant 100 heures pour aider ton groupe à structurer. Là. C'est quand même assez différent. Tu n'as pas besoin d'embaucher quelqu'un, tu as besoin de le recruter, puis il connaît déjà les infrastructures et tout. Là. Donc, c'est 2 catégories, je dirais, de projets un petit peu différents. En ce qui concerne la possibilité de faire créditer des formations par les universités, évidemment, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un professeur dans l'université qui prend la responsabilité du cours, qui fait rajouter ça dans un programme officiel, etc. Là. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait, qui doit commencer par une initiative avec des profs localement. Ça doit être intégré dans les programmes, etc. Je pense que tous les profs ici savent que ce n'est pas nécessairement super trivial. Oui, faire sigler des cours pas faciles, Philippe dit, effectivement. Une chose qu'on pourrait regarder, peut-être, on est en train de regarder un cours en biologie là, avec Philippe, justement, puis d'autres profs. Donc, ils seraient siglés à l'Université de Montréal, mais via le BCI, comme les étudiants de toutes les autres universités pourraient les faire créditer. Donc, il y a peut-être des choses comme ça à regarder, effectivement, là. Beaucoup de travail en perspective et ça part avec des... Il faut avoir impliqué les profs dans nos universités. Là. On peut pas travailler sans les profs. Parfait, merci. Il y a plusieurs personnes qui commencent ça comme une belle initiative. Je pense que c'était Florent, puis après Laurent. Oui,
Rapidement, c'est pour l'accréditation des cours, justement, il y aurait peut-être à regarder à l'Université de Toronto. Je sais que SciNet le font en collaboration avec l'université pour faire accréditer des cours autour de la formation du HPC. Mais je voulais revenir pour Michel. Tu as raison que les Canaries, dans les dernières années, subventionnaient des projets pour développer des logiciels, pour mettre sur le portail, on espérait réutiliser des logiciels. Mais l'initiative plus récente qui a été lancée il y a 1 an, c'est vraiment de créer une équipe locale dans les institutions de recherche pour offrir un support local. Tu as raison que c'est 6 mois, 1 an d'investissement souvent, là, mais l'initiative locale était vraiment un catalyseur pour créer une équipe de soutien au niveau de logiciel de recherche pour pouvoir aider des chercheurs justement à optimiser du code ou à faire les connecteurs ou les pipelines requis pour améliorer leur recherche au niveau du développement de logiciels. Puis je crois que c'est vraiment quoi qu'il faut regarder comment on peut construire ça dans les campus. Puis quand on regarde dans les gros centres, il y a beaucoup de personnes qui sont attitrées en tant que développeurs de logiciels pour aider justement les chercheurs à optimiser leur code et utiliser efficacement les infrastructures de calcul. Je pense que c'est un besoin qu'il va falloir adresser davantage. C'est tout. Je peux juste ajouter quelque chose complémentaire. Ça pourrait être aussi en faire une mesure de... Vous cherchez toujours comment mesurer le NOI dans sa performance. Quasiment, ça pourrait être juste l'optimisation de code local de groupe et contribuer à des publications. Ça pourrait être une genre de mesure. J'aime beaucoup ton exemple de contribuer à des publications. Je pense que c'est quoi qu'il faudrait regarder parce qu'effectivement, c'est une mesure très concrète. Je pense que ça amène de la valeur. Ouais. Merci. Laurent? Oui, bien, premièrement, juste rendre écho là, à l'idée de la contribution là, des programmeurs analystes là, au code scientifique. Je pense que c'est vraiment une direction qui, en tout cas, moi, me plaît beaucoup. L'autre aspect, c'est par rapport aux formations peut-être plus avancées, comme qui se retrouvent à ne pas avoir pas beaucoup de gens dans la salle. Une des solutions, comme j'avais indiqué par écrit, c'est la formation non synchronisée, c'est-à-dire que maintenant qu'on est rendu meilleur que la formation à distance, d'avoir ces formations-là complètement en ligne avec les vidéos, les captures d'écran, les exemples, les exercices, comme on le fait maintenant là, dans beaucoup de nos cours. Ça peut être une alternative intéressante là, qui permet de dire, bien, quand l'étudiant ou l'étudiante en a besoin, la formation est disponible sur le site Calcul Canada, puis il peut prendre une demi-journée ou une journée pour passer au travers. C'est évidemment nous, comme instructeurs, ça facilite notre vie parce on sait qu'il y a une douzaine de formations à laquelle on peut référer notre PHQ. Merci, Laurent. Est-ce qu'il y a des autres commentaires par rapport à la première question? Sinon, peut-être qu'on peut aller... je sais que c'est une thématique un peu importante, mais sinon, on peut aller à la deuxième ou troisième question, puis on peut toujours retourner. Oui, Carl. Oui, je voulais juste intervenir un peu parce que la question tournait aussi par rapport à quel intervenant ou quelle communauté. Puis je trouve qu'on a beaucoup parlé des étudiants, qui est super important, évidemment, mais je pense aussi aux événements de hackathon qu'on a, qui invitent des membres d'autres communautés professionnelles. Puis je pense que ça, pour moi, c'est aussi important parce que juste dans mes propres projets, j'ai dû embaucher des programmeurs en géographie. Là, je vais chercher quelqu'un d'autre. Puis moi, en sciences sociales, j'avoue que tout ce que vous me dites là, de comme le soutien au développement de logiciels, etc., c'est comme pas du tout commun en sciences sociales. Alors que j'ai dû m'outiller moi-même pour trouver ces gens-là, prendre mes fonds de démarrage pour les payer. Donc, je voulais aussi souligner que des formats de formation qui seraient ouverts dans peut-être un modèle hackathon ou autre à d'autres secteurs qui peuvent contribuer au développement de logiciels, au soutien de programmation, etc., je trouverais ça vraiment intéressant aussi. Merci. Quelqu'un d'autre par rapport à ce point-là? Oui, Camille. Oui, bonjour.
Camille Tremblay, je suis au Consortium Santé numérique. C'est aussi ma première participation aux ateliers. Et il y a peut-être deux éléments, là, je ne sais pas comment ça se place dans les réponses ou en lien avec les questions, mais peut-être deux éléments clés que j'aurais aimé amener dans la discussion. C'est d'une part au niveau des... le Consortium Santé numérique, c'est nouveau, en tout cas depuis 2019, dans le réseau de l'Université de Montréal. Et on met sur deux choses. C'est sûr que c'est spécifiquement au domaine de la santé, là, mais on met au niveau de, comme pivot là, dans l'organisation, sur les personnes qui ont des formations bicompétences, là, double compétence, donc des gens comme Michael Chassé, par exemple, qui ont vraiment une formation qui parle le langage des données, mais aussi le langage en santé. Donc, on mise beaucoup sur ces gens-là pour être des catalyseurs là, dans le milieu pour l'ensemble des spécialistes des données. Là. Et fait que ça, c'est la première chose. Donc, toute la formation double. C'est les doubles compétences. Et la deuxième chose, c'est on a mis en place une équipe de soutien santé numérique qui est composée de 4 spécialistes des données. On a la chance d'avoir un partenariat ou de collaborer avec Ivado. Donc, Ivado finance nos 4 spécialistes de données. Donc, c'est une équipe qui est en soutien à l'ensemble du réseau, dont l'objectif est de renforcer la capacité de l'ensemble des chercheurs. Donc, en assumant, en partant de la base que ces ressources-là sont quand même assez rares et on le sait, il y en manque des spécialistes des données, là, tout le monde essaie d'en recruter, mais il n'y en a pas suffisamment dans le système et de disponibles, en tout cas, ou dans le réseau de la santé ou en santé. Et que tout le monde n'a pas les moyens non plus, ou le financement. Tu sais, toutes les équipes ne peuvent pas avoir leur spécialiste là, ou leur champion des données. Donc, on a mis en place une équipe qui est là pour soutenir l'ensemble du réseau. L'équipe est en santé, mais quand même travaille en équipe, mais puis intersectorielle, on peut dire. On a des gens en neurosciences, en génétique, en génomique, en ingénierie biomédicale. C'est vraiment un groupe qui est là en soutien, puis vraiment à différents niveaux. Et un des objectifs de l'équipe aussi, c'est de transférer, partager, tout le partage des savoirs entre les partenaires, entre tous les membres, mais généralement l'ensemble du réseau. Et ça, c'est une expérience, on verra à plus long terme aussi, l'équipe est nouvelle, là, comment ça va se positionner, puis ça va aider dans le système. On pense que cette escouade tactique-là, nous on l'appelle notre escouade tactique là, pour le réseau, on pense que c'est une solution, en tout cas, qui pourrait peut-être à mettre de l'avant. Puis, au niveau des ressources spécialistes, qu'on entend beaucoup de notre communauté de chercheurs aussi, c'est que, une fois qu'on on a des subventions FCI ou pour tous les programmes, mais le financement n'est pas toujours présent. Les gens ne savent pas où ils peuvent faire financer ce type de ressources-là aussi. À plus long terme. Souvent, c'est dans le cadre de projets, mais il faut que ce soit aussi des ressources qui vont être là de façon plus pérenne. Fait qu'il y a toujours cette... la notion de pérennité là, n'est pas toujours présente, puis les gens sont toujours à la recherche de financement. Puis on nous demande souvent aussi des conseils en termes de où ils pourraient faire financer ce type de ressources-là. Merci beaucoup. C'est des belles initiatives. Avant qu'on passe à la prochaine question, je vois dans le chat qu'il y a une belle conversation. Maxime a parlé un peu de ce qui se passe. Est-ce que tu veux élaborer là-dessus? Je faisais juste mentionner, puis bon, personnellement, en étant responsable de soutien à la recherche, c'est un peu mon cheval de bataille, là. Je considère que la Fédération est présentement très sous-staffée pour le soutien aux usagers. Et donc, les projets de développement, par exemple, on n'a juste pas la bande passante humaine pour en faire beaucoup. Il s'en fait un petit peu ici et là, mais très peu.
Puis ça, on le voit dans la croissance de nombre d'utilisateurs qu'il y a eu dans les 10 dernières années versus la croissance du staff. Ça n'a pas du tout suivi. Donc, il y a un manque au niveau des infrastructures, on le sait, mais il y a aussi un gros manque au niveau du personnel. OK, moi, merci. Je comprends. Donc, on pourra peut-être passer à la prochaine question s'il n'y a plus de commentaires pour tout de suite là-dessus. Je vous rappelle que vous pouvez toujours envoyer un courriel, écrire dans le chat ou dans le document pour continuer la discussion sur le sujet. Donc, la deuxième question, seriez-vous favorable à un programme national calqué sur le modèle des champions des données? Et quel personnel hautement qualifié ce programme devrait-il impliquer sur le plan local? Juste définir là, encore, je ne sais pas, moi, je ne suis pas tellement familier avec le concept de champion de données. J'ai été voir les sites web qu'on m'a référés dans le chat rapidement. Et si je comprends bien, c'est pour mettre en place des politiques, des organismes subventionnaires sur le fait, data et tout ça. Est-ce que c'est ça qu'on entend là, ou ici? Je vois que Philippe a la main levée. Peut-être qu'il peut répondre en même temps. Je peux peut-être donner un exemple assez concret. Je travaille dans le milieu de l'imagerie médicale et nous, on a un standard qui existe depuis 30 ans qui s'appelle le standard DICOM. Puis normalement, quand on fait de la recherche en imagerie médicale, on devrait utiliser ce standard-là. Donc, le Data Champion, c'est quand il voit arriver un projet, puis là, le chercheur, lui, première chose qu'il fait en général, c'est qu'il n'aime pas ça, le standard DICOM. Fait que là, il bascule ça en TIFF ou en PNG ou je ne sais quoi. Il enlève toutes les métadonnées. Le Data Champion, il est là pour dire, attention, là tu as un standard utilisé par ta communauté que tu décides délibérément de ne pas utiliser. Ça ne fait pas partie des bonnes pratiques. Donc, tu dois utiliser le standard pour t'assurer que tes données sont interopérables et réutilisables. Toutes les données qui vont découler de tes images aussi. Si tu viens faire des segmentations sur tes images de radiographie, il faut aussi que ces objets-là soient en format DICOM parce que le standard prévoit que ces objets-là puissent aussi être interopérables. Ces objets-là aussi, tu devrais capturer qui a fait ce contour-là, quand, avec quel outil logiciel et référer à ces outils-là avec des numéros uniques, des DOI. Donc, tout ça, c'est d'inculquer cette culture-là de la donnée auprès des utilisateurs. Puis souvent, moi, je le vois avec mes étudiants, et le format DICOM, c'est trop compliqué, il y a trop d'informations, ils flushent tout ça, puis ils vont au bitmap, puis c'est tout ce qui les intéresse. Et ce faisant, ils perdent plein d'informations extrêmement riches sur comment l'image a été générée, etc. Donc, c'est vraiment des gens qui, par domaine, parce que moi, c'est le domaine de l'imagerie que je connais bien, mais par domaine, vont être capables de conseiller les gens. Par exemple, j'ai des chercheurs en nutrition qui définissent des aliments, mais ils ne sont pas au courant qu'il y a une ontologie qui est utilisée par plusieurs chercheurs qui définissent précisément c'est quoi une toast, c'est quoi une pomme, etc. Donc, il faut qu'ils réfèrent à ces ontologies-là pour désambiguiser les concepts qui sont utilisés. Donc, ces variables, elles deviennent interopérables avec d'autres chercheurs parce qu'ils ont utilisé justement ces ontologies-là. Un mot qui fait peur, mais quand on explique aux chercheurs que c'est juste un vocabulaire contrôlé puis une façon non ambiguë de nommer des concepts, bien là, ils adhèrent à ça. Donc, je pense que c'est ça le rôle des Data Champions, c'est de faire cette pédagogie-là auprès des chercheurs pour qu'on arrête de produire de la donnée qui va rester dans des silos parce qu'elle n'a pas reçu assez d'amour au point de vue documentation avec des métadonnées, attacher ça avec des ontologies, etc. Michel, est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais dans mon domaine, c'est comme le développement de standards, j'imagine. Et je dois dire que dans mon domaine, plusieurs personnes ont tenté de développer des standards et on ne sait pas lequel va être établi au bout de 10-20 ans. Et c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Et à la fin, c'est très difficile de devoir imposer à un groupe, dire, ben gars, tu devrais utiliser tel standard quand peut-être un autre va arriver dans 2 ans, puis toute la communauté va bouger dans l'autre sens. Ça me semble très spécifique à plein de petits domaines et ça me paraît une tâche colossale d'entreprendre une telle... Mais en fait, c'est ça que je vais demander, c'est que est-ce que le Data Champion, ça doit être un professeur, un chercheur? Parce que
vous avez déjà beaucoup de tâches à faire. Donc, je ne sais pas s'il faut avoir, si quelqu'un d'autre, un expert dans les standards peut être aussi un data champion. L'expérience est vraiment plus pertinente qu'un chercheur. Je ne sais pas si ça est quelque chose d'important. Yves et après Anne et Marlène. Oui, pour être familière avec des expériences de champion de données, par exemple à Cambridge, c'est souvent des trucs qui sont très grassroots. Puis, il faut faire attention s'il y a un programme national, c'est que la personne qui est la meilleure pour remplir une demande de subvention puis se mettre en valeur ne sera peut-être pas nécessairement la personne qui est capable de faire lever le plus le monde dans son département. Puis nous, ce qu'on essaie de faire aux bibliothèques, c'est d'identifier des personnes qui sont très enthousiastes. Si quelqu'un vient de nulle part puis me parle de métadonnées, puis là, il veut qu'on organise une formation, je me dis, cette personne-là, il faut l'encourager. Puis là, on va utiliser les ressources qu'on a aux bibliothèques puis nos contacts qu'on peut avoir aussi dans l'université pour faire monter cet enthousiasme-là. Puis souvent, c'est des étudiants au doctorat. En fait, parce que les profs, ils ont moins de temps, mais c'est des étudiants qui sont dans un labo, puis là, ça nous permet de rentrer dans le labo, puis là, le prof, il est capable, ça nous permet d'avoir un lien avec le prof, puis là, lui, il y a comme, mais vraiment, les étudiants de docto, puis les étudiants de post-doctorat aussi, je trouve que c'est vraiment souvent des excellents champions. Si. Anne? Oui, merci. En fait, c'est ça, nous, on travaille dans une discipline où il y a des standards qui sont acceptés au niveau international, ce qui est vraiment très bien, mais c'est très, très spécialisé et c'est là où je voulais revenir à votre question de développer des ressources qui sont nationales. Et puis, j'ai de la difficulté à voir. Je suis prête à partager, on partage nos ressources à travers le pays, à travers les universités et tout. Puis comme Ève l'a dit, on a des gens qui ne sont pas nécessairement, ou certainement pas des profs, mais qui ont été formés dans différentes disciplines, puis comme je l'ai noté ailleurs, qui sont souvent des autodidactes ou formés à l'international. Mais je vois mal comment on pourrait le faire. J'aimerais bien qu'on puisse le faire au niveau national, mais je vois plus que c'est ce que vous avez appelé une expertise locale, mais là, je vois locale comme voulant dire pas géographiquement local, mais intellectuellement local. Puis je pense que d'aider ces groupes-là, d'aider ces groupes d'expertise ce serait plus convaincant, plus profitable que d'établir un grand programme national. Merci beaucoup, Anne. Marlène? Maxime, ouais. Pardon, de quel genre d'aide ces personnes-là veulent avoir finalement de NDRIO ou d'une organisation nationale? Ce serait quoi l'aide qu'on pourrait leur offrir? Moi, je peux parler pour ce que nous, on fait. On a l'expertise au niveau des données. On manque d'argent, honnêtement, là, pour continuer à payer les gens qui ont cette expertise très spécialisée sur les données qui sont essentielles. Mais c'est sûr que si vous avez l'expertise au niveau informatique, là, on fait un lien qui est vraiment pertinent. Mais là, ça ne répond pas à la question par rapport à la deuxième question, je crois, si j'ai bien compris votre question. Merci, Anne. Je vois que Suzanne a commenté que peut-être travailler avec le regroupement stratégique de la FRQ, ça serait une bonne idée, certainement. Marlène? Oui, c'était un peu poursuivre les discussions. Notamment, j'ai le même avis que Michel. Moi, je suis en ingénierie, puis effectivement, il n'y a pas de standard, puis il n'y a pas de... Enfin, on n'en trouvera jamais. Chacun a sa méthode dans le domaine particulier d'application. Et je pense qu'il faut aller... Je pense que quand même, l'idée est bonne d'avoir quelqu'un qui est capable de drainer des bonnes pratiques. Et je pense qu'il faut arriver à aller peut-être au-delà de l'idée de standard, parce que ça, ce ne sera pas possible, mais plutôt en termes de compétences ou quelque chose comme ça. Et avoir des gens intermédiaires entre... l'outil machine, en fait, ou le support qu'on a actuellement sur les ressources. Et des fois, il y a un petit peu
je sais pas, de traduction de la discipline vers la ressource directement. Et ça peut être complètement parallèle à, je pense, à plus qu'un seul groupe lié à un professeur, mais plusieurs groupes ont en fait les mêmes problématiques. Et je pense qu'il faut arriver à créer un réseau d'échelle. Moi, je pense que c'est plus peut-être par la communauté, avoir des gens qui seraient, je ne sais pas, pilotes de comités de discussion dans, je ne sais pas, par exemple, moi, j'imagine la CFD, c'est mon domaine, donc par exemple, il y aurait je sais pas, un comité ou un conseil d'utilisateurs régulier sur cette thématique, sur les bonnes pratiques, sur les problématiques, où il y a un échange qui se fait, ça pourrait se faire par forme, peut-être par forme de discussion en ligne, peut-être ou quelque chose comme ça, mais qui permettrait justement de faire remonter les problématiques des utilisateurs et d'essayer de conceptualiser ça pour qu'on n'ait pas à chaque fois une réponse par utilisateur. Puis ça c'est peut-être un levier pour essayer de diminuer la charge au niveau du support. Et, donc, c'est peut-être pas un standard, mais moi, je le comprends plus par une pratique commune. Et je pense qu'on a tous des problèmes communs, mais des fois, il suffit de parler. Puis, en fait, on est un peu tous cloisonnés, soit par institution, soit par... donc, il faut arriver à créer, je pense, et puis c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est intéressant pour notre nouvelle infrastructure. À réfléchir. Merci, Marlène. Avant de continuer, je veux vous dire que le temps file, donc je vais vous rappeler rapidement que vous pouvez directement écrire vos commentaires dans le document. Je vois déjà qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait, c'est vraiment apprécié, ça va être pris en considération. On va aussi sauvegarder le chat à la fin, donc n'hésitez pas à commander, poser vos questions là. Donc, je vais laisser une dernière intervention et puis après, Philippe pour le mot de la fin. Donc, Edem? Oui, bonjour. Dans le fond, concernant les Data Champions, il y a une chose qui me vient en tête, c'est la sécurité. Puis moi, je vois plusieurs personnes qui gèrent les données, mais ils les gèrent pas de manière sécuritaire. Fait que, avoir ces personnes-là qui peuvent avoir comme des connaissances sur comment gérer de manière sécuritaire la donnée. Un exemple pratique serait de ne pas mettre tes mots de passe dans un fichier test clair. Ce genre de choses, ce genre de bonnes pratiques-là pour encadrer les chercheurs, ça serait vraiment très bien. D'accord, merci beaucoup. Donc, je crois qu'on va devoir arrêter les discussions pour aujourd'hui. Ce n'est que le début, mais je vais laisser Philippe continuer. Merci, Sophie. En fait, c'est Guylain qui a la parole. D'accord. Donc, une fois de plus, merci à tous d'entre vous. C'est comme à chaque fois des conversations extrêmement intéressantes. Ça a été vraiment un plaisir aussi d'entendre des diversités de voix, des diversités de besoins là, qui viennent de la diversité des disciplines, puis de la diversité des réalités là, dans chacun de ces mondes-là. Puis c'est vraiment des mondes. Je retiens là, dans le fond des notions de peut-être profiter de ce qui existe déjà, puis peut-être offrir un soutien là, qui permettrait une certaine pérennité pour des organismes qui ont déjà des services qui sont appropriés puis qui servent bien la communauté des chercheurs, mais aussi le développement de communautés de pratique et de mettre ensemble des gens avec diverses dimensions. Je pense que l'autre chose aussi qui ressort, c'est qu'il y a une notion institutionnelle, il y a une notion thématique, il y a une notion disciplinaire. Donc, il faut tenir compte de chacune de ces dimensions-là et avoir une approche qui essaie pas d'être tout pour tous, mais plutôt de venir renforcer ce qui se fait à l'intérieur des différentes communautés. Donc, on espère que ça vous a plu. Et je ne sais pas si on veut encore poser la question, Philippe, qu'on posait hier. Oui, c'est sûr. Hayley, est-ce que tu peux partager? Oui, merci. D'accord.
Donc, comme hier, on veut vous demander qu'est-ce que vous préférez parce qu'on est en train de préparer notre politique là, de gestion des langues officielles et puis on aimerait avoir l'approche qui répond le mieux là, aux besoins des chercheurs. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez une approche comme celle-ci où on fait des sessions différenciées en français et en anglais, donc des sessions entièrement en français, des sessions entièrement en anglais, ou est-ce que vous préféreriez des séances qui sont bilingues? Soit avec de la traduction simultanée orale ou des sous-titres ou en tout cas différents mécanismes qui pourraient soutenir plusieurs langues à l'intérieur de la même rencontre. Donc, si vous pouviez m'indiquer là, quelle est votre préférence, ça serait apprécié. Reçu 50-50. OK. C'est drôle, en tout cas. D'accord. Ben, ça peut peut-être dépendre aussi. Il y a probablement eu 2 votes. Ça peut peut-être dépendre aussi de la nature des conversations. Là. Si on pense, par exemple, à des assemblées générales ou des choses comme ça, une approche bilingue est plus appropriée. Mais honnêtement, je vais vous dire, pour avoir participé à des sessions en français puis des sessions en anglais, souvent les sessions en français sont plus intéressantes. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que je suis plus familière avec la langue. Mais peut-être aussi parce que le ratio de chercheurs est plus grand. Dans plusieurs des sessions en anglais, il y a une plus grande proportion de personnes qui sont du côté de la prestation de service. Puis ça change un peu la nature de la conversation. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à notre question. Puis, on peut peut-être parler un peu des étapes suivantes là, qui vont suivre. Donc, après avoir terminé en fait, on termine les séances aujourd'hui. La dernière séance en anglais est cet après-midi. Nous allons compiler là, toutes les conclusions dans notre rapport d'évaluation des besoins. Donc, ce qui est venu des livres blancs, ce qui est venu du sondage et ce qui est venu de ces assemblées publiques et de vos commentaires. Et pour faire un rapport là, qui devrait être disponible à la fin de l'été, cet été. Donc, cette information-là nous sert de façon, c'est extrêmement important à 2 niveaux. Ça nous sert pour la préparation de notre planification stratégique, mais aussi ça nous sert dans l'élaboration du nouveau modèle de service sur lequel on est en train de travailler présentement. Donc, de voir là, quels sont les besoins en soutien, qui était notre conversation d'aujourd'hui, va être particulièrement pertinent pour ça. On souhaite avoir une collaboration continue. Il y a le Conseil des chercheurs, il y a plusieurs groupes de travail où des chercheurs sont impliqués. J'en vois ici d'ailleurs quelques-uns qui participent à certains de ces groupes-là. Mais on vous invite en tout temps à nous envoyer des commentaires, des publications que vous pouvez trouver intéressantes dans le cadre de votre discipline et qui pourraient nous éclairer par rapport à notre planification future. Je sais qu'il y a plusieurs sociétés là, qui font des planifications à moyen et long terme qui sont d'un intérêt certain, mais aussi de façon individuelle, des suggestions que vous pouvez avoir, des idées. Donc, en tout temps, vous pouvez nous faire parvenir vos commentaires en utilisant l'adresse qui est sur la diapo. Et aussi, vous rappeler que l'ensemble de l'information qui provient de la réunion d'aujourd'hui va être disponible en ligne, comme les livres blancs le sont d'ailleurs. Et en fait, l'ensemble de l'information qu'on recueille, on a comme objectif de toujours la rendre disponible et de toujours solliciter les avis là, pour nous assurer qu'on ne manque pas d'informations, qu'on n'a pas des lacunes dans ce qu'on examine dans le cadre de notre planification. Alors, je vous remercie encore pour votre participation, vraiment très, très appréciée. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Merci. Merci.